Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Écrire l'Afrique. Collection dirigée par Denis Prienne. Romans, récits, témoignages littéraires et sociologiques, cette collection reflète les multiples aspects du quotidien des Africains. Dernière parution. Jules C. Agboton, ma belle-sœur, et 4 autres nouvelles, 2012. Joseph Ngatchoudwandji, Le vent du printemps 2012. Faustin Keoualetturmy, Dans le couloir du campus 2012. Abdou Diagne, Les larmes d'une martyre 2012. René Graudwet, Au service du Katanga. Mémoire 2012. Antoine Manson Vigou, Journal d'un demandeur d'asile 2012. Brigitte Kerrer, Poudre d'Afrique 2012. Patrick Serge Boutsindi, Bal des sapeurs à Bakongo 2011. Alice Toulesso, Une illusion généreuse 2011. Kapashika Dikuyi, Le camouflet 2011. André Hubert Onana MFEGE, Le cimetière des immigrants subsahariens 2011. José Mambwinikivuilakaku, Le combat d'un Congolais en exil 2011. Aboubacar Eros Sissoko, Mais qui a tué Sambala 2011. Gilbert Gbessayka, La danse du changer au pays des pieds déformés 2011. Blomart Kemps, Confidence d'un mari désabusé 2011. Nakrita Lepbibom, Tourbillon d'émotions 2011. Eric Dibasfranck, Destin maudit 2011. Zunga Bongolo, L'arbre aux mille feuilles 2011. Otis Kiri, Comme il était au commencement 2011. Mamadou Sy Tounkara, Trouble à l'ordre public 2011. Lys Kihindou, L'expression du métissage dans la littérature africaine. Cheikh Hamidou Kane, Henri Lopez et Amadou Kourouma 2011. Jacques Atangana, Les fourberies des Somba 2011. 1. Cette nuit j'ai vieilli de 10 ans. Je suis comme brusquement et durement frappé par une traîtresse maladie dégénérative. Ne me demandez pas comment, je le sais. Je le sens. Maintenant, je suis effondré sur une marche d'escalier. Je somnole et je remâche mon errance. J'ai regretté ma pauvre sécurité du pays. J'ai hurlé à ma situation d'immigré, et j'ai mis à mon travail sacrifié. J'ai pleuré mon pays greffé dans mon cœur et dont l'indifférence à la misère de ses enfants jette ceux-ci dans l'océan du désespoir. Si vous vous mettiez à ma place, rien qu'une petite seconde, je sais que la vôtre est plus confortable devant votre petit déjeuner, vous comprendriez. Imaginez donc un pays, le mien bien sûr, un pays rugueux qui a parfois oublié de décliner sa magique psyché, l'oxygène de sa terre bénie des dieux, de son char de feu, de ses savoureuses gambas. Quand je me perds dans la poésie à 2 balles, vous pouvez quand même aimer, je ne vous en empêche pas, c'est que ça va mal. Ma condition est pénible, et dire que ça va mal c'est le plus plat des euphémismes qu'il m'ait jamais été donné d'émettre. Pardonnez-moi, parfois je fais mieux, mais en ce moment je manque totalement d'inspiration. Ce pays âpre qui a souvent omis de faire rayonner sa belle histoire. Ce pays acide qui a refusé de dérouler ses parures et ses subtilités. Ce pays suave, encore nommé demeure de Dieu par mon grand-père, qui a négligé de moduler les tendres tonalités de ses bambous et de la froidure de son béton, ses paysages survitaminés et ardents, le souvenir opulent de sa table enchantée, l'enthousiasme moribond de ces humains qui chaque jour essayent de draguer les abîmes de la médiocrité. J'ai pensé à mon pays encore appelé Triangle national, des esprits malins ou peut-être tout simplement inspirés, le surnomme Triangle des Bermudes. Comme ailleurs on parle d'hexagone et chaque fois que j'ai une montée d'adrénaline, la magnificence de mon pays m'envahit et me hante. Le ciel a couiné avec moi, il a fait la gueule et moi avec lui. Souvent je suis au diapason du ciel et pas seulement les nuits de pleine lune. C'était très désagréable. Le mot désagréable est faible et vous pouvez le remplacer. C'était franchement et sans exagération, terrible et terrifiant. Moi qui ordinairement aime la pluie. Mais il y a pluie et pluie. Pluie à 30 degrés sous l'équateur et pluie à 10 degrés sur Paname. Je me souviens que quand j'étais petite, j'adorais la pluie qui venait nous soulager de la canicule,
apaisant les brûlures de soleil. Je jouais avec mes amis sous la pluie, en chantant plus fort que les éclairs et le tonnerre. Nous enlevions nos chaussures, au grand désespoir de nos mères, et barbotions dans la boue qui caressait nos pieds nus. Quand une sangsue en goguette choisissait le pied de l'un ou de l'autre, il n'y avait pas de jaloux. Chacun allait avoir son tour. Plus dur était le palu. Mais après quelques jours de délirium très mince, évidemment ce n'était pas l'expression exacte, mais c'est ce que nous entendions, tout revenait dans l'ordre, mort ou vif. La pluie nous excitait et les tièdes gouttes sur nos corps frêles nous faisaient crier de joie. Cette fois, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas la même pluie. Celle-ci était mal intentionnée. Elle était glacée, furieuse et si acharnée que j'ai ressenti toutes les sensations d'un tambour qui reçoit une pluie de coups. Elle a craché sur mes vicissitudes et mes malheurs qui, dotés du talent d'Alain Bernard que vous connaissez tous, ne se sont pas noyés. Je n'ai réussi qu'à avoir une tête délavée, dégoulinante d'eau et le corps traversé de frissons. Pendant un long moment, j'ai subi la folle sarabande de gouttes de plomb sur mes rages, mes espoirs, mes larmes et mon âme déprimée. Hier soir, lorsque Sarah et Dominique Duchemin m'ont jeté dans l'ouragan, mon délire a affaibli mon instinct de protection. Au fond de moi, j'ai supplié la flotte de m'euthanasier. Puis, abéti par les gifles du vent et les cascades d'eau glacée en colère, j'ai repéré un auvent et je m'y suis réfugié. Trempé jusqu'aux os, j'ai grelotté de froid. Mes dents tourmentées se sont entrechoquées comme des voyous en rixe, puis je n'ai plus eu froid. Le froid s'est fatigué de me supplicier. J'ai saigné de mes névroses et du reste, si vous voyez ce que je veux dire. C'était horrible. Et cette garniture qui suintait d'eau et de sang. Je me suis déshabillée et toute nue avec l'indifférence d'un cadavre qui n'a plus peur du cercueil comme lorsqu'il était vivant. J'ai machinalement essoré mes fringues et la serviette hygiénique qui s'est d'ailleurs émiettée. J'ai alors eu la géniale idée de plier mon foulard et de me garnir. Un clodo réveillé par ma présence insolite a lancé après m'avoir examiné. Et Blanche-Neige, on a besoin d'être réchauffé, approche. J'ai été prise d'une peur inutile, car ce type titubant ne serait pas capable de tuer une mouche. J'ai quand même éloigné mon anatomie congestionnée, tout en me rhabillant à la va-vite. J'ai marché au hasard dans la grande ville froide, inhumaine, en frottant mes doigts gourds et calleux. Avisant une véranda hospitalière, j'y suis allé finir de me revêtir et attendre le trépas par le froid. La vie est un film dont le réalisateur est invisible, et les êtres humains ne sont que des acteurs qui font ou subissent l'action. À chacun son film. Mon film à moi s'étale devant mes yeux. Voici la partie du film où j'étais agent de l'État. Ce n'était pas le Pérou, certes, mais je suis à deux doigts de penser que la sécurité d'une vie médiocre vaut mieux que l'insécurité permanente des chimères sur une vie meilleure. Je gagnais une poignée de monnaie de singe. Et je dis cela convaincu que le singe savant d'un cirque réputé se vexerait s'il avait vu mon salaire. Mais les expressions sont tenaces et l'on ne peut pas toujours les adapter aux circonstances. Surtout, je sais qu'un singe assez savant pour lire mon récit me comprendrait et ne m'en voudrait pas. Ce salaire était une blessure qui, depuis 1 an, m'a exilé de mon pays. Après des études et une licence, je gagnais moins qu'un instituteur des années 60. À 29 ans, j'étais encore jeune, je devais me battre pour m'en sortir. Je ne supportais pas l'idée de vivre ainsi logé à la même enseigne miséreuse que ceux qui avaient choisi l'école buissonnière, et qui se gaussaient ouvertement des déboires des longs crayons. Il n'était pas rare d'entendre une voix goguenarde ricaner. Ceux qui sont allés à l'école et nous qui sommes passés à côté de l'école, c'est pareil. Où est la différence ? Va dire. Il est vrai qu'on ne va pas à l'école pour s'enrichir, mais on doit normalement espérer en vivre décemment. Ce n'est pas trop demandé. Dans mes profonds moments d'abattement, je pensais que l'école ne servait qu'à mourir de faim lucidement, en toute conscience. Car au contraire de l'ignorant, vous ne cessez d'analyser votre situation. L'analyse a sans doute une fonction de démultiplication, d'hyperbolisation. Le plus dramatique, c'est qu'au pays, le mérite n'est pas reconnu. Si le mérite était reconnu, il y aurait une chance pour les démunis intelligents et travailleurs sinon de se hisser au sommet, du moins d'améliorer leur quotidien. La seule boisson du pauvre, c'est la hargne du riche à le narguer. Révolté, je m'étais juré de me battre pour changer de couloir. J'avais décidé de refuser l'héritage de la misère,
et de briser la malédiction sociale selon laquelle un fils de pauvre ressemble à ses parents. L'immigration offrait un créneau. Je voyais les effets inestimables de l'Internet. Toutes les filles de mon quartier, même celles qui ne savaient ni lire et écrire, avaient trouvé des vieux blancs sur Internet, aidés par des moniteurs des cybercafés. Il faut dire que chez nous, un blanc sur Internet est toujours vieux, même s'il est jeune. Les filles et les femmes de tous âges disent « Je vais surfer sur le net et trouver mon vieux blanc ». Elles construisaient des luxueuses demeures à leurs parents. Moi aussi, je portais le noble rêve de sortir ma famille de la vie merdique qu'elle avait toujours subie. Cependant, je trouvais répugnant et humiliant de prendre le même chemin que ces filles de rien. Alors j'avais dû écrire à ma cousine Messina Sarah Duchemin installée en France depuis belle lurette. C'est grâce à elle que je suis arrivée à Paris. 2. Ça fait des heures que je suis assise sur l'escalier de cette véranda, qui me fait mal partout. Je n'arrête pas de ressasser, plonger dans ma vie. Une aube fade se lève sur ma nuit splénétique. Nuit où, au plus fort de mon désespoir, j'ai dû commencer à faire le bilan de mon exil volontaire. Je reconnais n'avoir pas beaucoup évolué. Sans papier, sans argent, sans mari. Il est environ 5h30 du matin, mon Dieu. Je ne demande rien d'autre que de me mettre à l'abri. J'ai eu si faim que je n'ai plus faim. Mes tripes déprimées se sont soumises comme des orphelines sans espoir de se faire entendre. Je me suis identifiée à Cosette, et j'ai eu pitié de moi-même. Je suis surprise d'être encore en vie, et puisque je ne sais où aller, je n'ai pas où aller. Mon corps et mon cœur résignés, entraînant les pieds, reprennent le chemin de l'appartement des Duchemin. Je frappe, il n'ouvre pas. Je m'obstine si désespérément qu'une voisine, la vilaine énorme voisine, Madame Bouteloup à la voix éraillée de millénaire, ouvre sa porte pour faire le loup. Vous recommencez, je vous donne aux flics. Je renonce à cogner, au regard de ma délicate situation de sans-papier. Il ne reste qu'à attendre qu'il veuille bien ouvrir. Je prie le ciel que Sarah soit calmée. Il arrive que la nuit porte conseil et apaise les courroux les plus féroces. La Bouteloup est une voisine au cerveau glauque sur qui il est inutile de compter. C'est une femme blanche au cœur plus noir que les fesses d'une négresse, une vraie de vraie, une non décapée. Une acariâtre, affreuse, vieille folle abandonnée de sa progéniture lassée d'elle. Tout le monde connaît son histoire. C'est la seule sur notre palier, qui se met à l'écart et ne fréquente personne. Elle est et empoisonne tout le monde. Chaque fois qu'on la rencontre sur le palier, c'est un crime qui est cache payé d'invectives. C'est une femme singulière. Ce n'est guère une vieille femme laide, atteinte de délirium très mince comme les héroïnes d'Avolf. Chez la Bouteloup, c'est une hideur, certains diraient drôle, sinon plaisante, tout en contraste. Ce n'est pas la laideur au sens primitif qui renvoie à quelque chose de globalement désagréable, car elle a ses joues pleines qui atténuent l'ensemble d'un faciès aux traits complexes et difficiles. Ses joues adoucissent le nez crochu, les yeux glauques et vitreux, ses arrache-clous en guise de dents. Elle a aussi quelque chose de dérangeant, d'inquiétant, de nuisible et de pernicieux d'une peste qui s'assume. Et pour cause, elle a tué quelqu'un. Condamnée à perpétuité, elle a eu une peine de sûreté de 30 ans. À présent à 80 balais, elle végète ici et crache son venin à tout vent. 3. Affalée sur le palier, je m'assoupis de fatigue. Je suis brutalement réveillée par une odeur plus forte que celle du sang dégoulinant entre mes jambes. Une bouleversante odeur de café. Il doit être 6h30. Derrière la porte on mange et l'on se réchauffe. Le bonheur n'est parfois que la réalisation immédiate d'un manque. Mon bonheur en ce moment serait de lécher une goutte de café chaud, pour me dynamiser et me réveiller les muscles. On dit que l'odeur rassasie. L'odeur d'une chose n'est pas la chose elle-même. Dieu. Qu'il fait froid. Un bruit radieux de course. Ils jouent comme des gosses fous et enchantés par leur sadisme. Ils s'adonnent à leur bataille ritualisée. Ils sont en retard car d'habitude à 6h30, ils sont déjà partis. La porte s'ouvre. Messina, ma grande cousine et son mari Dominique de 20 ans plus jeune qu'elle, s'approchent de ma boule recroquevillée. Sarah, le poison est revenu. Je vérifie à mes dépens le proverbe de chez nous qui dit que « Fais passer la rivière à ton chien, il te mordra. » Tu veux essayer de me mordre? Moi, Messina Sarah, la fille de Nguini, on ne me mord pas, on se mord soi-même. Dominique, laisse-la Sarah.
L'escalier est très confortable. Sarah, je ne veux plus la voir. Moi, où veux-tu que j'aille, Sarah? Je n'ai personne d'autre que toi ici en France. Dominique, laisse-la au moins récupérer ses effets, Sarah. Sarah, quels effets? À moi, que possèdes-tu? Les 2 ou 3 chiffons que tu as l'habitude de porter seront mieux à la poubelle. Dominique aurait-il plus de cœur que ma cousine? Voyant qu'elle durcissait et pour éviter de se brouiller avec elle, il coupa et décala, nous laissant régler ça en famille. Sarah, tu es un monstre. Je ne savais pas que tu pouvais traverser mon sang. J'ai peur de toi. Je sens que tu peux me tuer. Je t'ai fait venir en France. Tu te promènes grâce à mes papiers. Moi, pardon Sarah. Ne m'envoie pas comme ça dans la nature. Pour l'argent, j'ai essayé de t'en parler hier, mais tu étais si en colère. Elle avait mis à mal ma ferme intention de sauver un peu de sous. Tous mes efforts n'ont servi à rien. Depuis que je me suis faite coiffeuse, j'ai durci mon cœur et me suis fermée à toutes ces tentations qui ordinairement tourmentent les femmes, toilettes, bijoux. Je suis très amère. En ce jour de blues, je dois faire le deuil de mes sous. Sarah, tu veux ma mort. C'est clair comme l'eau de roche. Je t'ai tout donné, et tu veux m'effacer de la terre. Heureusement, Annaba m'a averti. Annaba, mon amie de misère. C'est donc elle qui m'a vendu. Pourquoi l'être humain a-t-il le cœur aussi mauvais? Elle se venge de ce que j'ai refusé de lui prêter de l'argent. Elle a la belle réputation de ne jamais rembourser ses dettes. Je n'ai pas voulu risquer de l'argent gagné par la sueur de mon front. Certaines rencontres sont une chance, d'autres une malchance. Annaba est ma malchance. J'ai mal au cœur d'autant plus que je voulais vraiment en parler moi-même à Sarah. Un voisin Diallo sort et s'arrête pour saluer, « Bonjour la famille Hill. » Diallo et sa femme Awa sont des gens sympathiques. C'est un couple qui malheureusement, n'a pas encore d'enfants. C'est un gros problème qui j'espère va se résoudre. Awa est très anxieuse à ce propos. Au contraire de Diallo qui lui se porte bien. Et pour cause, il a une autre femme au Mali et il y va une fois par an lui faire un bébé. Bonjour la famille. Ce salut manque de me faire éclater en sanglots. La famille. Quelle famille? Ah. Elle est belle la famille. Dominique se met à causer avec Diallo et Messina profitant de ce qu'il est occupé, d'une haleine efféinée, maugrée. Sarah, l'argent. De mon sein, je tire le morceau de sachet en plastique dans lequel j'ai attaché une partie de mes sous et la lui donne. Ma mère m'a appris à ne jamais mettre tout mon argent au même endroit, car si on me volait, j'aurais alors des chances de sauver une partie. Moi, c'est la moitié, l'autre je l'ai envoyé au pays pour que ma mère puisse soigner son ulcère d'estomac. Elle ouvre son sac, prend la clé de l'appartement et me la remet. Puis, Sarah, Dominique, on se barre. Je reste sur le palier, dépouillée et hébétée par mon bonheur retrouvé. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, lorsque l'adorable Bouteloup me tire de mes béatitudes. Elle habite le palier à présent? 4. Sarah me surprend désagréablement. Je me souviens lui avoir proposé plus d'une fois, de participer aux charges du logis, avec le fruit de mon travail de coiffeuse à domicile. Elle a à chaque fois refusé en s'indignant, et oh! Aka Marie-France. Tu es ma sœur, c'est mon devoir de m'occuper de toi. Et faut pas dire des bêtises. Nous ne sommes pas des blancs, voyons. Les restes de leur petit déjeuner salopent la table. La télévision est allumée. TF1 est encore occupé à ses émissions ludiques, où l'on gagne beaucoup d'euros. Je me déshabille, prends une douche et me fais un café brûlant. Je devrais dormir, mais je n'ai pas sommeil. Une âme damnée peut-elle trouver repos? L'humiliation que je viens de subir n'aurait pas pu être, si j'avais été au pays. Là-bas au pays, je ne me serais jamais écrasée dans un combat singulier comme celui qui vient de m'opposer à Sarah. Comme dit un dicton bien de chez nous, le chien est fort chez lui. Je ne suis pas chez moi, je suis donc vulnérable. Je me retiens et ne maudis point Sarah. C'est chercher la malédiction divine, que de maudire celui qui t'a fait du bien. Ça s'appelle ingratitude. Je reconnais qu'elle a beaucoup fait pour moi. Elle m'a aidé à arriver dans ce pays où j'ai cru que je vivrais mieux.
J'ai bien vite abandonné mes illusions car j'ai compris qu'ici, le bonheur est inféodé à la possession des papiers. Pour vivre heureux, il faut être en règle. Quelqu'un a dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et moi je dis, il ne faut pas généraliser. Et moi je dis que le sieur La Fontaine n'a été ni SDF, ni sans papier à Paname. Et ne venez pas me dire que le sieur La Fontaine parlait d'autre chose, et qu'il ne pouvait pas deviner. Et moi je vous répondrai que pour quelqu'un qui fait parler les animaux, qui fait manger du fromage à des corbeaux et à des renards, il n'avait qu'à deviner ce qui allait se passer aujourd'hui et trouver des déclarations universelles et intemporelles. Jules Verne l'a bien fait. Heureusement que je connais mes classiques. Pour vivre heureux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre quand on a fait le choix parfois malheureux de ne pas être sourd? Je ne pourrai jamais pleinement être heureuse en vivant cachée, et je suis à la merci de n'importe qui et de n'importe quoi. Au pays, je me sentais libre et je n'avais fondamentalement peur de rien. Je me sentais chez moi. Mais La Fontaine, franchement je n'arrive pas à lui pardonner ses billevesées, n'est pas venu voir comment cela se passait chez nous, alors que Christophe Colomb faisait des périlleux voyages vers des Amériques infestées d'Indiens qui ne demandaient qu'à être massacrés. Je ne parle même pas de Marco Polo ou de Magellan. Zut! La douleur m'égare. Pourquoi est-ce que je m'en prends à La Fontaine que j'adore? Le fait est que je suis dépassée. Après cette querelle avec mes hôtes, je suis encore plus mal et surtout, j'ai le net, inquiétant et déplaisant sentiment que je viens de sceller un pacte avec le diable. Maintenant que je suis revenu supplier les du chemin, ma servitude va se corser. 5. Mes pensées oscillent sans cesse entre ma nouvelle vie et ma vie d'antan. Entre ces deux réalités, j'ai mes rêves. Quelque temps après mon arrivée, Sarah m'avait expliqué qu'il fallait que je gagne de l'argent en attendant que ma situation se régularise et que je trouve un emploi. Je lui avais dit ne rien savoir faire de mes mains. Elle s'était étonnée. Comment ça tu ne sais rien faire? C'est toi qui me coiffes depuis que tu es là, et les gens disent que ça me va bien. Tiens, j'ai une copine qui veut que tu lui fasses ce que j'ai sur la tête là. Elle peut venir demain, c'est son jour de repos. C'est ainsi que je suis devenue coiffeuse à domicile. Sans formation aucune, coiffeuse d'instinct, coiffeuse de l'esthétique de la nécessité. Je coiffais et ça plaisait. La preuve, les femmes revenaient. C'était une vocation subite, un métier de circonstance. Je faisais comme j'avais vu ma mère faire sur ma tête et sur celle des autres. Chez nous, tout ou presque toutes les petites filles se coiffent entre elles. Je me souviens que nous occupions nos vacances à toutes sortes de jeux. Le pouce-pion, le paradis, les claquettes, la course, le cache-cache. Mais notre jeu de prédilection était sans doute celui de la maman. Je revois les coiffures faites à nos enfants. Nos gosses étaient des poupées fabriquées à partir d'herbes fraîches ou venues d'Occident que nous déposait annuellement le Père Noël, des poupées pour les filles et les trains et les voitures pour les garçons. Les mamans en construction que nous étions, aimaient d'un égal amour leurs filles quelle que soit leur nature, herbeuse ou plastique, ou leur origine européenne ou africaine. Nous nous occupions de leurs cheveux, nous nouions, entortillions, assemblions les cheveux de nos rejetons toute la journée. Nous récuisinions dans des boîtes de conserve les restes de repas. Notre indicible frustration c'était de ne pouvoir déguster nos recettes car nos mères qui veillaient au grain, malgré leurs travaux d'Hercule, restaient attentives et nous surveillaient pour que nous ne mangions pas ces aliments qu'elles jugeaient impropres à la consommation. Quel gâchis! Cordon bleu pour la poubelle, les mamans sont si nulles. Nous jouions alors à nourrir nos filles, après avoir entrelacé, combiné les tresses et après une simulation de bain. Mais nous voyions qu'elles n'en voulaient pas. Il y a toujours une connivence entre les petits-enfants et leur grand-mère, tout le monde le sait. Nous n'avions jamais pensé à adopter aussi des garçons, car les poupées mâles doivent être aussi gloutonnes que les garçons de chair. Mais Barbie n'avait pas encore atterri chez nous, pour nous dévoiler l'existence de Ken. Puis nous recommencions inlassablement à tresser nos filles. Plus tard, devenues de magnifiques adolescentes, nous nous coiffions et nous tressions à tour de rôle. Les têtes de poupées étaient remplacées par des têtes de chair. Ça paye toujours de pouvoir ou de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Sarah avait continué à me trouver des clientes. Ça se passait très bien avec ces dames. On prenait rendez-vous au téléphone. La cliente arrivait très tôt le matin et je me mettais au travail.
Quand j'avais une tête à faire, je faisais le ménage la veille au soir. Pour la cuisine, il me suffisait de m'interrompre 30 minutes pour mettre les marmites au feu. Cela laissait le temps à ma cliente de se soulager le popotin. Quand il s'agissait de tissage, ça allait vite en 2 heures. Mais il m'arrivait d'avoir besoin de 3 jours pour finir une tête de petit rasta, qui exigeait qu'on prenne grain de cheveux par grain de cheveux. La cliente venait tous les matins et repartait le soir à 19 heures, 1 heure avant l'arrivée des du chemin. 6. Ma réputation de coiffeuse s'était faite de bouche à oreille. Mes premières clientes étaient nos voisines de palier, Marie-Madeleine, Awa, Adriana, Jeanne. Il n'y avait que Leïla que je ne pouvais coiffer à cause de sa chevelure de femme blanche, de ces blanches que l'on appelle beurettes. Ce n'était pas faute d'avoir essayé, ses beaux cheveux étaient trop glissants. Les noirs venaient de partout pour se faire des rastas. Toute la journée nous parlions de tout. Les femmes sont cancanières. Elles aiment à raconter les vraies fausses vies des autres, goûtant les délices du papotage. On était au courant de toutes les situations des unes et des autres. Quand je coiffais une payse, nous causions nostalgiquement du pays. Nous évoquions aussi les conditions de nos frères et sœurs qui connaissent ici des fortunes diverses. À quoi cela sert de dire du mal des gens des pays voisins, alors que nous avons de la matière de chez nous? Il y en a qui ont réussi et dont nous étions sincèrement fiers, à l'exemple de Mbog, cadre dans une maison d'assurance et qui gagnait bien sa vie, s'occupant de sa femme et de ses enfants, se payant des vacances chaque année. Mais il se trouvait toujours quelqu'un pour relativiser les succès, avec des arguments implacables. Vous aussi, est-ce que vous ne savez pas que votre Mbog est un PD? Vous voulez toujours que cela vienne de la bouche des autres. Ceux qui réussissent sont moins sympathiques que ceux qui échouent, font pitié ou rire. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. On préférait indubitablement les histoires d'échecs comme celle de Zamé, un gars de mon quartier au pays. J'ai été choqué par sa décrépitude prématurée et avancée. Sans hyperbole, c'est véritablement un détritus. Ses pauvres parents pensent qu'il est en train de finaliser une thèse de doctorat en droit. Une question que je me retiens de lui poser me taraude chaque fois que je croise son chemin. Puisque ça ne marche pas, pourquoi ne rentres-tu pas au pays? Mais je me ravise. Ce serait une intrusion brutale dans sa vie privée. Il pourrait mal le prendre. Il y a aussi le cas véritablement dramatique de Tabi, qui traînait sur les quais de métro. Bien connu, il avait été surnommé le zigzagueur parce que, comme je l'apprendrai plus tard, il n'avait plus la capacité à se tenir droit et qu'il tanguait comme un bateau ivre. Écrevissé par les drogues, il avait la chance ou la malchance d'avoir encore assez de lucidité pour reconnaître les gens. Un jour que je passais près de lui, j'ai entendu mon nom et j'ai sursauté. Qui pouvait bien m'appeler ici? Un homme ayant tout d'un clochard. Marie-France, t'as pas 1 euro pour ton vieux frère Tabi? Très surprise et secouée par cette vision sortie tout droit des films de Hitchcock, je m'étais ressaisie et j'ai reconnu Tabi, un gars de mon quartier au pays, venu faire ses études de médecine. Je lui ai donné une pièce et par chance, mon métro arrivait sur ses entrefaites. Je m'y étais précipitée pour fuir ce cauchemar. Ça faisait 11 ans, sinon plus que cet homme était en France. Pourquoi ne rentrait-il pas? Il est vrai que pour qu'un avion l'accepte à son bord, il faudrait qu'on l'ait interné avant pour le décrasser et lui redonner un visage humain, à moins d'affréter spécialement un avion privé pour transporter cette poubelle ambulante. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.